BFM Business. Paris est à vous. Karine Vergnol. Paris est à vous, l'émission qui vous amène Paris sur un plateau et tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, c'est Pascal Flitsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du parc Astérix. On rappelle quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le parc Astérix, ouvert en 1989 à Plégy dans l'Oise. Donc on est vraiment tout près de Paris. Chiffre d'affaires 2012, 72 millions d'euros. Et l'année dernière, en termes de fréquentation, vous êtes passé devant le Futuroscope à presque... On est sensiblement à égalité parce quoi. que vous savez, il faut pouvoir comparer. C'est un parc qui est ouvert un peu plus que nous, qui a de l'hébergement. On est vraiment à égalité. Donc on est autour en tout cas de 1,8 million de visiteurs, un petit peu moins. Voilà. Alors justement, je vais commencer par ça, Pascal Flitsch. Comment ça se passe cet été? Comment va la fréquentation? Vous avez ouvert depuis le mois de mars. On a eu un printemps pourri. Difficile. Oui. Difficile. Depuis maintenant le 10 juillet, il fait un peu plus beau. On a trouvé que la fréquentation était assez stable. On attendait à avoir plus de monde. Et puis là, soudainement, depuis 8 jours maintenant, on fait le plein. On fait le plein, on sent que les gens ont besoin de sortir. Et vous savez, dans un milieu de crise économique, on a tendance à aller passer le mois de juillet chez la Tati Daniel dans la Creuse. Et ensuite, on se réserve justement une sortie pour les enfants, une sortie en famille, une sortie en groupe avec les copains. Et le mois d'août s'y prête très bien puisque ça marche très très bien depuis 8 jours. Meilleure fréquentation au mois d'août. Est-ce que aussi, comme les hôteliers restaurateurs nous disaient qu'au mois de juillet c'était catastrophique, ils avaient une baisse Pas catastrophique, mais c'était... Ça avait en tout cas une baisse de fréquentation de 13%. Est-ce que peut-être que les gens vraiment prennent davantage leurs vacances au mois d'août maintenant, s'il n'y a pas cet effet-là aussi? Je pense qu'il y a un effet de morosité. Donc les gens ont un peu attendu, ils ne savaient pas comment ils allaient être croqués à la rentrée. Il y avait beaucoup de choses qui font qu'il y a eu moins de fréquentation sur la côte atlantique. Donc ça a été le premier retrait, les hôteliers en ont parlé. Sur le parc Astérix, on est resté stable, mais c'était un peu décevant parce qu'avec la météo que nous avions, on attendait. Oui, il faisait très beau, très chaud. Et puis maintenant, ça redémarre sur le mois d'août. Donc on ne sait pas si c'est le dernier moment avant la rentrée scolaire qui pousse les gens à venir s'amuser. Et puis nous avons eu 2 ou 3 animations qui sont très porteuses puisque nous avons ouvert l'Utès Plage avec une machine à vagues, une machine à surf qui fait un tabac. Oui, c'est ça. Vous faites vivre vraiment le parc tout l'été parce qu'on va y revenir dans un instant. Il y a les attractions qui sont là régulièrement. Et puis l'été, donc il y a l'Utès Plage du 22 juin jusqu'au 1er septembre. C'est un concept, vous disiez, où on est autour de ce plan d'eau et il y a pas mal de choses proposées. Oui, en fait, flotter dans des bulles, faire du pédalo, descendre et traverser le lac avec une tyrolienne. C'est fait justement des petits jet skis électriques. C'est fait pour en fait représenter les vacances. D'accord. On ne peut pas encore s'y baigner. On ne peut pas encore s'y baigner, on pourrait puisqu'on a une qualité d'eau de baignade, mais nous ne sommes pas une zone d'attraction de baignade. Nous sommes une zone d'attraction avec des manèges, des coasters et on ne veut pas non plus sortir de notre rôle. Si on a fait l'Utès Plage, c'est pour permettre aux gens qui ne partent pas en vacances, qui ont envie de prendre le soleil, de tranquillement lire une BD, et tant qu'à faire une BD d'Astérix, dans des transats, au bord de l'eau, et aussi de s'adonner à l'initiation au surf et de tester cette machine à vagues. Alors vous faites d'autres animations, il y a eu un concours de musique aussi pour les jeunes talents. Très riche, oui. En fait, on détecte les jeunes talents et on crée un concours où en fait nous avons reçu 110 demandes de groupes qui jouaient du rock français mais aussi étranger et qui sont venus s'affronter. En fait, on en a retenu 10. Et sur les 10, on a une grande finale le 8 septembre avec les 3 meilleurs. Mais alors là, vous dites vous êtes un parc d'attractions et vous revendiquez ce titre, mais là vous sortez un petit peu finalement de votre cible principale ou en tout cas de votre terminologie quand vous faites comme ça des scènes musicales. Je crois que vous avez fait quelque chose autour de la technoparade aussi. Exactement, les 8 et 9 mai, c'est pour se faire connaître des jeunes. En fait, c'est un peu pour attirer les jeunes. Vous savez, la fréquentation des parcs, elle a beaucoup changé. Le parc Astérix a 24 ans. Il est devenu une destination parmi d'autres. Et pour arriver à se distinguer et aller chercher des nouvelles tribus, eh bien, nous ponctuons l'année de toute une série d'événements. Donc, au mois de mai, on avait eu l'Electronics au parc Astérix, qui était la scène techno. Nous avons maintenant la scène rock'n'roll qui a tourné justement au mois de juillet, où on détecte des jeunes talents. On répond aussi aux besoins de notre public qui veut voir des choses nouvelles et aussi ça nous permet d'attirer des nouveaux visiteurs qui ne seraient pas venus autrement, mais qui là se reconnaissent à travers une animation particulière. Alors justement, en parlant des attractions, c'est vrai que c'est assez large le parc Astérix pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, on a vraiment au départ c'était restreint, puis petit à petit forcément ça grandit. On a l'Égypte, l'Empire romain, les Gaulois, la Grèce antique, les Vikings. À travers le temps, il y a un hôtel aussi qui s'est construit. Donc on est parti d'Astérix et puis quand même ça s'est bien élargi avec tout ceci. Depuis 2011, la capacité du parc a augmenté d'1 quart.
on va dire. Hein. Tout à fait. C'est ça. C'est important ce renouvellement. Comment vous faites? C'est quoi? C'est une nouvelle attraction? Il faut garder de l'attractivité. Ça veut dire un gros coaster, une grosse attraction. Tous les 2-3 ans? 4 ans? 4 ans et tous les 2 ans, donc alterner avec le renouvellement d'un spectacle ou d'une animation. Et puis moi, je voudrais bien savoir quelle est la destination qui peut vous proposer de voyager dans 5 univers différents, de la Grèce à la Rome antique, à la Gaule, chez les Vikings, donc c'est la Scandinavie, et dernièrement vers l'Égypte, tout ça en une journée. Mais d'autres parcs d'attractions, justement, peuvent éventuellement le proposer dans toute la France. Alors pour revenir à vous, la dernière attraction, il y a quand même l'effet Osiris. L'effet Osiris, ça c'est donc on plonge dans le vide, c'est ça. En fait, on est assis sur un télésiège de 32 places qui fait plein de looping. On se retrouve un peu en apesanteur et 3 fois dans le parcours, on plonge sous terre dans une caverne, sous un lac et à travers un dédale. Et ça marche très très bien. Ça a vraiment été le renouveau du parc Astérix. On a fait 1 million d'embarquements la première année. On va le dépasser cette année. C'est une attraction qui est très volatile, donc qui donne envie aux gens de faire un tour en l'air et qui en plus plaît à toute la famille. Et combien ça vous a coûté ça? 20 millions, c'est ça? C'est un peu plus de 20 millions d'euros, oui. Un peu plus de 20 millions. C'est un investissement important. Rentabilisé aujourd'hui. Qui crée son public et qui justement va se rentabiliser tel qu'on l'avait prévu sur plusieurs années. Mais justement, où est-ce que vous allez trouver vos nouvelles idées d'attraction, Pascal Flich? Parce que finalement, il faut aussi proposer des choses nouvelles. Les montagnes russes, on les connaît un peu tous. Eh bien, il faut beaucoup voyager, il faut être curieux, il faut être un peu créatif. Et nous avons une cellule créative qui est partagée avec le musée Grévin et qui tous les jours découvre des nouvelles propositions d'animation, de zones ou de nouveaux territoires et qui va chercher des attractions, des coasters et des manèges qui décoiffent. C'est quoi les coasters? Les coasters, c'est le rail sur lequel vous avez soit une rame, soit un télésiège, vous êtes suspendu. Et ce sont essentiellement des attractions qui sont fabriquées au cœur de l'Europe, en Allemagne, en Italie et aux États-Unis. Donc on se balade à travers le monde pour trouver tout ceci. Si vous parliez de la cellule créative en lien avec le musée Grévin, c'est parce que vous appartenez tous les deux à la Compagnie des Alpes. Tout à fait. Donc effectivement, il y a des synergies de ce côté-là. Il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. C'est important. Et vous savez, le créateur qui a créé cette nouvelle attraction Osiris, c'est un jeune, c'est notre Steve Jobs à nous, si je puis dire. C'est un jeune de moins de 30 ans qui est un fan de parc, qui voyage énormément. Et plus qu'un simple manège, il a imaginé l'environnement qui va avec. Donc, mais c'est un Français? Et c'est un Français. Julien Berthevas. Julien Berthevas, donc il a imaginé ça pour vous? Il a imaginé en fait qu'on avait mis en compétition. On fait toujours une ouverture à l'externe, si vous voulez, par rapport à des firmes spécialisées, créatives. Et on le réserve aussi à l'interne. Et voilà quelqu'un qui est arrivé avec un nouveau projet et qui nous a tous décoiffés. Et c'est d'autant plus important que c'était fait avec beaucoup de goût, beaucoup de recherche. Il y a ce petit clin d'œil gaulois, si vous voulez, qui sommeille dans chacun de nos visiteurs. Et d'ailleurs, un de nos slogans, c'est de dire « Réveillez l'esprit gaulois qui sommeille chez vous ». Donc c'est lui qui l'a imaginé. Après, vous disiez, pour faire construire, c'est quoi? C'est en Europe centrale plutôt? Alors en fait, là, en l'occurrence, c'était fabriqué par un bureau suisse et avec des équipements qui viennent d'Europe centrale et des États-Unis. D'accord. Puisque c'est quand même la destination majeure de tous les parcs, ça reste aux États-Unis et on vient y chercher source d'inspiration. Mais les Français sont de plus en plus appréciés, puisqu'il faut savoir que l'année dernière, les 2 parcs qui ont été primés, c'était le Futuroscope et le Puy du Fou. C'est ça. Donc cette créativité, elle plaît et nous on s'y employait aussi. On est moins sur Futuroscope un petit peu, moi Puy du Fou, on est moins sur des manèges ou des coasters comme vous dites. On est vraiment sur du spectacle. La prochaine, alors grosse attraction Osiris, ça a maintenant 2 ans. Donc, faut attendre 2 ans encore? Non, on prépare quelque chose pour l'année prochaine et je vais vous le dire en scoop, c'est Idéfix et la forêt des druides. On s'est aperçu sur toutes nos enquêtes qualité qu'en fait, on avait besoin de rassembler toute la famille. Nous sommes un parc, il y a beaucoup d'adrénaline, on vient chercher de l'émotion, donc on attire très facilement les 12-30 ans. Et on s'est dit que dans une famille, il y avait des plus petits. Et donc l'année prochaine, on ouvre justement ces nouveaux univers qui tournent autour d'Idéfix, des druides, de la forêt, qui est très respectueux de l'environnement et qui s'adresse aux plus petits de 2 à 10 ans. C'est vrai que c'est important ce que vous dites. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le parc Astérix s'adresse un peu plus à la famille et aux plus petits qu'un Disney, par exemple. Un Disneyland. En fait, c'est plus accessible peut-être, plus facile. C'est un petit peu différent. D'abord, on est en pleine nature. Ce sont moins de décors, c'est plus justement la mise en avant du site. C'est un parc qui a beaucoup d'émotions, donc il attire beaucoup de teenagers.
Et maintenant, on se dit que au Royaume de la Magie, il y a d'autres personnes qui ont le droit d'exister. C'est pour ça que le parc Astérix s'ouvre justement vers les plus jeunes, pour avoir toute la famille au rendez-vous. Donc ça c'est important en termes d'investissement. Aujourd'hui, vous pouvez planifier ces investissements, vous roulez assez bien finalement avec la fréquentation, etc. pour gérer tout ceci, ces investissements. C'est planifié 3 à 4 ans à l'avance. On en a besoin et ensuite on affine en fonction des tendances et des besoins et des enquêtes qualité. On fait très attention. Vous savez, c'est pour un parc d'attractions tel que le parc Astérix, le client doit être le roi. Donc c'est très important de tenir les enseignements des enquêtes qualité, notamment sur les files d'attente qu'on rend de plus en plus intelligentes. Vous savez, vous avez des applications sur un smartphone qui vous permettent de jouer pendant la file d'attente, de éventuellement, en fonction de la fréquentation et du nombre de visiteurs, vous diriger vers une attraction comme Tonnerre de Zeus plutôt qu'Osiris en premier, et de préparer votre séjour à l'avance. Oui, c'est vrai, parce que parfois on a 25, 30, 35 minutes d'attente pour 3 minutes de sensation. Mais c'est 3 minutes qui sont tellement bonnes. Mais bien sûr. Les investissements entre 12 et 14% sur par an, oui. Voilà, 12 à 14% du chiffre d'affaires par an. D'accord. Il y a la maintenance aussi, ça c'est important. Maintenance très très important. Et puis nous avons une spécialité, c'est que nous sommes un parc saisonnier. Et là, nous bénéficions à fond de toute l'expertise de notre groupe, puisque nous appartenons à la Compagnie des Alpes, et qu'il y a une expertise dans la montagne qui est très très forte. Donc nous démontons en fait tous nos trains et nos nacelles que nous envoyons en hiver vers la montagne. Elles sont complètement radiographiées, remises systématiquement à neuf par prévention et rééquipées au début du printemps. Tous les grands manèges sont démontés. Tous les grands manèges sont démontés comme une grande visite dans un avion. D'accord. Il y a une maintenance quotidienne, une maintenance hebdomadaire, mensuelle, mais une grande visite annuelle. Et le parc Astérix bénéficie de l'expertise justement du monde de la montagne, où ça fait plus de 100 ans qu'ils sont sur les câbles et les poulies. Donc c'est des gens qui sont particulièrement experts dans la maintenance de ce type d'installation. On a parlé du succès d'Osiris. Est-ce qu'il y a eu un échec? Est-ce que finalement un manège, une attraction que vous aviez préparée n'a pas pris? Ça arrive, ça j'imagine, parce que c'est arrivé, c'est pas ce qu'on met en avant, mais j'imagine. Nous avions créé le défi de César et qui n'a pas rencontré son public, où le public n'a pas compris l'histoire qui pouvait être racontée là-dedans. On est en train de la modifier, on la rend plus interactive, mais nous apercevons que en termes de parc d'attractions, c'est l'attractivité, c'est l'adrénaline, c'est l'émotion, et que c'est comme sur une piste de ski, vous la faites une fois à gauche, une fois à droite, en fermant les yeux, en criant, en souriant. Eh bien, les grands coasters, ça nous sert à ça. Oui, parce que finalement, vous avez aussi un taux de fidélité. Les gens reviennent au parc Astérix. Je crois que c'est tous les 2 ans, 2 ans et demi. Les gens reviennent tous les 24 à 30 mois, exactement. Et on s'aperçoit en plus que grâce à des univers comme Facebook, nous avons fidélisé les tribus. Nous avons plus de 300 000 fans sur Facebook, et quand nous envoyons des messages à ce que nous appellerions nos leaders d'expression, eh bien on retrouve beaucoup de nos visiteurs qui répondent et qui viennent et qui recommandent. Ça, c'est très important. Le marketing, on en parlait tout à l'heure, marketing malin, on fait appel aux plus jeunes avec des scènes rock, des scènes techno, et je crois aussi qu'en termes de communication, vous êtes très pointu, parce que vous étudiez à quel endroit vous allez faire de la communication. Alors, ce qui est important quand on est un parc de taille moyenne, on n'a pas forcément des énormes moyens, donc on va chercher les clients là où ils sont, on va contacter nos visiteurs sur leur lieu de vacances ou sur leur lieu d'habitation, et nous faisons de la géolocalisation. Donc on a fait en fait un cercle de 2 heures autour du parc d'attractions, du parc Astérix, dans lequel on est allé chercher sur les bases de l'INSEE toutes les concentrations de familles avec des enfants de plus de 12 ans, qui est notre cible principale. Maintenant, c'est les enfants de plus de 12 ans et secondairement les plus jeunes. Et dans ces réservoirs, si je puis dire, de potentiel de clients pour le parc Astérix, eh bien, c'est là où nous allons communiquer par voie d'affichage avec les radios locales et de plus en plus à travers le web. Donc c'est très ciblé, et vous ne faites pas encore de communication dans toute la France, vous le faites moins dans toute la France, le parc d'attractions, d'où viennent les clients d'ailleurs? En fait, les clients à 66%, ils viennent de 2 heures de ce que j'appelle le Grand Paris, 2 heures autour du parc. Vous y rajoutez une bonne quinzaine de pourcents de provinces, mais qui en fait ont des amis à proximité ou de la famille. Donc ce sont des provinciaux en transit, et nous avons près de 14% d'étrangers. Quand même des étrangers. Dont une grande partie de Belges et de Néerlandais qui aiment les bandes dessinées, qui aiment l'attractivité justement du milieu des comiques,
et qui se retrouve tout à fait au parc Astérix. Et puis nous sommes sur l'axe de l'A1 qui va directement de la Hollande à travers la Belgique jusqu'à Paris. Alors est-ce qu'ils ont besoin de dormir à l'hôtel des Trois Hiboux, ceux-là? Eh bien on les invite. On les invite et on réfléchit d'ailleurs à l'extension justement d'une zone hôtelière pour pouvoir transformer notre parc vers une destination de moyen séjour ou de court séjour. Parce qu'aujourd'hui l'hôtel des Trois Hiboux est rempli? L'hôtel des Trois Hiboux est rempli dès que le parc est ouvert. Donc c'est un modèle économique que nous sommes en train d'analyser et nous sommes aussi en train d'analyser le fait de pouvoir être connecté sur une voie RER et pourquoi pas, puisque nous avons une expertise dans les remontées mécaniques, à travers un télécabine qui pourrait traverser la forêt de Chantilly. Là, pourquoi pas, rêvons donc, Pascal ça fait partie des projets sur lesquels nous travaillons, parce que les vacances à ce moment-là elles commenceraient dès le RER et là vous vous êtes transporté pendant une vingtaine de minutes jusqu'au cœur du parc. C'est encore une étude, mais c'est quelque chose qui pourrait voir le jour dans quelques années. Oui, c'est ça, on n'y est pas encore quand même, ça demande beaucoup d'investissement, d'infrastructures. Et de discussions avec les partenaires locaux. Justement, pour revenir à ce que vous disiez en début d'interview, Pascal Flich, vous êtes très dépendant, vous êtes très météo-dépendant. On est météo-dépendant, pas très météo-dépendant, parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'analyse et on gère un petit peu en fonction des données Météo France de ces 5 dernières années. On travaille sur un produit où le ciel ne nous tombera jamais sur la tête et où on voudrait annoncer à la rentrée prochaine un produit qui vous permettrait de vous garantir d'une météo ou tout au moins d'être réinvité à chaque fois que la pluie a sérieusement gâché votre séjour et votre journée. Donc ça fait partie effectivement des éléments que nous prenons en compte dans notre modèle économique. Une offre, alors j'exagère, mais une offre, s'il pleut toute la journée, vous pouvez revenir le jour d'après. Pas forcément le jour d'après, on vous laissera une plage justement que vous pourrez choisir et on réfléchit en disant à partir de quel moment la pluie est insupportable. Parce que nous avons des fanatiques de la pluie. Vous savez, tous les jeunes, ils savent très très bien que quand ils viennent, s'ils crachinent, il y a beaucoup moins de monde. Et à ce moment-là, on a un système stop encore, vous ne quittez pas l'attraction et vous refaites un deuxième tour automatiquement. Et ça, vous avez des fans. Des fans et c'est ce que j'appelle des aficionados. C'est ça, c'est des connaisseurs. Des connaisseurs et qui gèrent leur séjour en fonction de la météo, enfin qui gèrent leur venue, de la météo et puis des jours de l'année sur lesquels ils ont plus de chances de profiter à fond du parc. Et puis ce que je disais aussi, que c'est ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que nous avons créé l'UTS Plage. Nous allons avoir au moment d'Halloween Peur sur le parc, qui est un grand moment en termes de fréquentation, mais aussi en termes d'émotion. Là, vous vous faites peur, mais vous faites peur avec beaucoup d'humour et toute la famille y retrouve des petits Vikings qui n'ont même pas peur. Cette année, avec le lancement de la bande dessinée Astérix chez les Pictes, eh bien, nous allons emmener nos visiteurs à la rencontre de ces barbares du nord de l'Écosse, puisque c'est le thème de la bande dessinée qui sort au mois d'octobre. Donc, ce sera à découvrir. Une dernière question avant de passer à notre questionnaire sur Paris, Pascal Flich. Vous avez 220 salariés permanents, un millier de saisonniers environ. Justement, avec la crise aujourd'hui, est-ce que vous pouvez garantir toujours autant d'emplois? Comme nous sommes un parc saisonnier, on arrive à s'ajuster. Et en fonction de la fréquentation et des tendances économiques, on s'ajuste en conséquence et on garde toujours, de toute façon, les 1000 saisonniers représentent environ 700 emplois à plein temps. Et on est toujours dans la même norme parce que c'est aussi un respect de qualité vis-à-vis de nos visiteurs. Mais c'est pas toujours facile. Mais j'imagine. Allez, notre questionnaire sur Paris. BFM Business. Paris en question. Alors, vous travaillez comme nous en ce 14 août. Alors, qu'est-ce que vous appréciez à Paris l'été, Pascal Flich? Mais en ce moment, peut-être les nouvelles voies de Berge-sur-Seine sur la rive gauche, où on peut profiter de la capitale tout en ayant un peu de dépaysement. C'est pas encore la plage, mais c'est tout au moins esprit guinguette, quoi. Un esprit guinguette qu'on retrouve aussi dans l'esprit gaulois. Nous avons aujourd'hui toute l'équipe, et je voudrais les saluer, de Ici Paris Hand, l'équipe féminine de handball, qui s'est classée en finale des championnats d'Europe et qui est venue prendre un bol d'air, et pourtant ce sont des Parisiens. Alors juste petite parenthèse aussi, Astérix a un grand cœur et vous accueillerez le 21 août 9000 oubliés des vacances sur le parc, ça c'est tout à fait, avec le secours populaire. Voilà. C'est important justement de faire découvrir et de permettre à des enfants qui ne partent pas en vacances de venir profiter de cette éclaircie au milieu d'un été un peu chaleureux. Il n'y a pas beaucoup de menhirs dans Paris, mais votre monument préféré, Pascal Flich, à Paris? Eh bien, c'est le Théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet, pour ce qui s'y joue ou pour lui-même? Alors, plus pour ce qui s'y joue et pour l'ouverture d'esprit, justement, de leur programmation. Et vous pouvez aussi bien y trouver une équipe vénézuélienne qui joue de la musique classique, mais qui va vous jouer les grands airs du cinéma français, ou des airs un peu plus guinguettes et très sud-américains.
Donc c'est un théâtre qui, à mon avis, a trouvé justement son public et qui rassemble beaucoup de créativité. Vous êtes plutôt gastro ou bistrot en termes de restaurant? Plutôt bistrot, franchement, c'est l'esprit gaulois au sein de la capitale. Alors un restaurant gaulois au sein de la capitale? Écoutez, j'en ai découvert un hier soir, alors c'est vraiment une super adresse. C'est un hôtel qui s'appelle l'Eldorado et qui a le bistrot des dames, c'est 18 rue des Dames, et vous pouvez déjeuner à l'intérieur, dans un jardin, au pied de la maison de votre grand-mère, qui est ouverte, il y a même des chambres d'hôtel, et c'est un esprit qui est extrêmement simple, une très bonne cuisine, faite 100% sur place. Je ne le connaissais pas, je l'ai découvert, et je pense que c'est une très bonne adresse que j'appellerais en dehors de tous les guides et de toutes les recommandations de critiques gastronomiques. Il paraît très bien, il en faut, il paraît que c'est une très bonne adresse justement. C'est quel arrondissement? Dans le 17e. 17e arrondissement, l'Eldorado, vers les Batignolles. Le bistrot des dames. Et puis, dernière chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve à Paris? Je ne suis pas un passionné de ces couloirs de bus qui empruntent beaucoup de place, qui, à mon avis, n'arrangent pas la pollution, puisque les véhicules, il y a plus d'embouteillage, et que je pense que là, il faudrait y mettre un peu plus de bon sens. Parfait, peut-être des chars ou quelque chose. Il faudra aller voir du côté du parc Astérix. Merci beaucoup à vous, Pascal Fiche, dirigeant du parc Astérix. On rappelle qu'il est donc ouvert, bien sûr, tout l'été, que c'est le moment d'y aller jusqu'au mois d'octobre, notamment. Vous pouvez faire un tour à Lutèce Plage. Bienvenue, merci beaucoup à vous. Allez,